Alors bonjour à toutes, bonjour à tous, Valentin Franc avec vous pour ce début de semaine. Nous sommes le lundi 14 août 2007. Alors bienvenue à tous. Je vais commencer par saluer la salle de trading. Bonjour à vous Luc, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. François également. Euh, J'espère que vous allez très très bien. Alors bien le bonjour Valentin nous dit Daniel. Écoutez mon cher Daniel, bonjour à vous également. Alors cette semaine, comme vous pouvez vous en douter, les tendances du marché dépendront essentiellement des tensions géopolitiques. En clair, si les tensions s'apaisent, on aura peut-être un retour d'appétit pour le risque. En tout cas, les valeurs d'aversion au risque ne progresseront pas. Et donc, à contraire, si les tensions progressent, si les tensions s'accentuent, alors on aura des valeurs refuges qui seront encore plus recherchées. Une date qui est, en tout cas, une période qui sera attendue, c'est le milieu du mois d'août, donc nous y arrivons, où a priori la Corée du Nord devrait envoyer des missiles à 40 à 50 km près de l'île de Guam, l'île américaine. Donc si c'est le cas, eh bien écoutez, ça ravivera les valeurs refuges. Et dans le cas contraire, si ça n'a pas lieu, eh bien on devrait avoir un retour, je ne dirais pas d'appétit pour risque, je ne dis pas que Wall Street va marquer des nouveaux records, mais en tout cas les valeurs refuges ne progresseront quasiment pas. Voilà, donc vraiment tout va dépendre de ces tensions-là, de ce qui va se passer ces prochaines journées. Donc ça va être un peu compliqué pour donner des tendances sur du swing trading. On va plutôt se fier sur des stratégies intraday. Alors bonjour à vous François, bonjour Conrad, j'espère que vous allez vous de très bien. On commence tout de suite par l'avertissement gagnant risque. Alors trader avec un effet levier comporte un risque élevé et ne peut être recommandé car vous pouvez subir des pertes super votre dépôt. Daily FX décline toute responsabilité pour les erreurs, inexactitudes ou omissions et ne garantit pas l'exactitude ou le caractère complet des informations contenues dans cette documentation. Alors, le yen et le gold qui ont reculé cette nuit, donc on avait plutôt un sentiment, enfin j'avais plutôt un sentiment d'appétit pour le risque, sauf que les valeurs à risque comme le Nikkei ou le MSCI Asia Pacifique, le marché des actions, en bref, n'ont pas vraiment progressé. Le Nikkei n'a pas progressé alors qu'il y a une croissance juste exceptionnelle au Japon, comme vous pouvez le constater, produit intérieur brut annualisé qui a été publié à 1h50 cette nuit, 4% 4% de croissance au Japon sur une année glissante contre 1,5 lors de la précédente publication et 2,5 qui était attendu. Donc voilà, c'est au-dessus des attentes, c'est bien au-dessus des précédentes publications. Donc voilà, c'est une excellente nouvelle et pourtant l'indice japonais n'a pas réussi à progresser. La production industrielle chinoise a quant à elle reculé. Elle a été publiée à 6,4% sur une année glissante, compte un recul espéré de seulement 7,1 et une précédente publication à 7,6%. Alors, faut pas non plus prendre ces chiffres comme des conclusions, comme des acquis. C'est pas parce que la production industrielle chinoise a été publiée en recul que que la production va mal. Certes, il y a un ralentissement de l'économie chinoise. On a eu une petite aversion lors du deuxième trimestre où la Chine publiait plutôt des bons résultats. Mais voilà, c'est tout à fait normal que la croissance, que la production diminue, étant donné que ça devient un pays de moins en moins compétitif. La main d'œuvre, le prix de la main d'œuvre augmente, donc forcément les entreprises commencent à redélocaliser depuis la Chine jusqu'à des pays asiatiques qui ont une main d'œuvre beaucoup moins chère. Parce que c'est tout le temps comme ça, hein. Enfin c'est tout le temps. Les entreprises délocalisent dans des pays où il y a une compétitivité très très bonne au niveau de la main d'œuvre. Ensuite, la main d'œuvre augmente, étant donné qu'il y a plus de demandes des entreprises, donc c'est pareil, c'est l'offre et la demande. La demande de main d'œuvre augmente, ça fait monter les salaires. À un bout d'un moment, les salaires ne sont plus assez compétitifs et donc les entreprises redélocalisent, etc., etc. Bref, sinon aujourd'hui nous aurons à 11 heures la production industrielle de la zone euro attendue en repli à 2,8% contre 4% la précédente publication. Voilà, donc nous verrons bien. En tout cas, la production industrielle allemande qui avait été publiée il y a 2 semaines, il me semble qu'elle a été publiée en léger repli, ou alors en légère progression. En tout cas, pas un chiffre exceptionnel. Nous allons voir ça juste après. Mais avant tout, le graphique du jour. Donc, c'est ce que j'ai un petit peu analysé ce week-end. Donc ça, c'est les valeurs qui s'apprécient lors des moments d'aversion au risque, comme vous le connaissez. Le gold, le JPY et l'AUD. Alors l'AUD, est-ce que c'est une valeur d'aversion au risque? Alors c'est différent.
Simplement, l'AUD est un exportateur de minerais et en particulier de l'or. Et donc forcément, si le gold progresse, eh bien, on aura un PIB australien qui aura tendance à progresser. Et à l'inverse, si on a un prix de l'or qui recule, eh bien, on aura tendance à avoir un prix de l'or, à avoir un PIB australien qui diminue. Et donc forcément, il y a la spéculation sur la monnaie unique, sur la monnaie australienne. Si le gold progresse, l'AUD progresse, et si le gold recule, l'AUD recule. Voilà. Donc c'est pas une valeur, je dirais, d'aversion au risque, c'est pas une valeur qui est utilisée pour se protéger, mais c'est une valeur qui est directement corrélée au gold. Voilà. Et le Nikkei, quant à lui, vous le savez, c'est une valeur refuge, et on pourrait ajouter à cela le franc suisse également. On pourrait ajouter le franc suisse, qui est un petit peu moins corrélé, mais c'est également une devise refuge. Alors, on passe sur la plateforme. Alors, DXY, donc ça c'est la première information que je voulais vous partager avec vous. Le DXY est sur un niveau de support extrêmement important. Regardez sur un graphique weekly. On est vraiment sur un niveau de support qui a fait plusieurs points de contact. 1, 2, 3, 4, 5. On fait le sixième. On commence, il n'y a pas de divergence. J'ai vérifié au point précis. Mais il n'y a pas de divergence haussière pour le moment. Là, c'est juste qu'il diminue, mais avec un très très faible momentum. Regardez ici, il était à 27,38 et ici, il est à 27,29. Donc concrètement, même le RSI, il a fait des points bas de plus en plus bas. Mais voilà, on commence à avoir un aplatissement et peut-être que qu'on va avoir un rebond, ce qui se concrétisera par un rebond du DXY. Si on regarde tous les devises, sur tous les index de devises, voilà, on regarde le XY, le CXY, SXY, ce que vous voulez, le DXY, c'est le seul index qui est sur un niveau de support important. Je ne dis pas cela pour acheter le DXY. Je ne dis pas que le DXY va rentrer dans un prochain bull market, mais il ne faut pas négliger le rebond potentiel qui peut y avoir sur la devise. On va faire un tour sur les index. Regardez le XY qui est sous un niveau de résistance, ce niveau de résistance qui correspond à là, donc on va l'ajuster. Donc voilà, on a un niveau de résistance sur l'euro index, donc on devrait avoir un ralentissement de la tendance. Le dollar australien que nous savons tous était vraiment haussier ces derniers temps. Alors, vous voyez ici, on est sur un niveau de résistance important. Le cours a échoué. Le ZXY, le dollar néo-zélandais, pour moi, c'est la seule devise où il y a un potentiel haussier prochainement. Voilà, donc là, on a eu un échec, vous voyez. Échec sous cette résistance. Le cours repart à la baisse. Et à la limite, le point bas, il pourrait se faire ici. Vous voyez, il pourrait rebondir sur 72,12. Ou alors, écoutez, le point bas, il se fera vers ce niveau de prix. Donc c'est voilà, 72,6. Donc là, on arrive sur un niveau de support, vous voyez, sur le dollar australien, dollar néo-zélandais, qui peut être intéressant. Mais bon, c'est pas un niveau de support comparable au DXY. Si on regarde le DXY, on va se mettre en weekly ou même en mensuel. Vous voyez, en mensuel, on est sur un niveau de support très très important. Donc pour moi, il y a vraiment un potentiel haussier assez intéressant. Le dollar canadien. Alors on se met en weekly. Vous voyez le dollar canadien qui a échoué sous cette résistance. Hop. Donc c'est pas plus compliqué que cela. On a un dollar canadien index qui, comment dire, moyenne le dollar CAD face à toutes les autres devises majeures, c'est-à-dire l'euro, le GBP, le CHF, le JPY, etc., etc. Donc on a une tendance, on va dire, qui se rapproche de vraiment la tendance même du dollar canadien, parce que quand on fait l'USD CAD, c'est l'USD CAD versus le dollar canadien. Là, cet index, donc c'est pas le dollar canadien à la tendance du dollar canadien à l'état pur, mais on va dire que c'est ce qui se rapproche le plus, comme le DXY, c'est ce qui rapproche le plus pour le DXY, pour le dollar US, le XY pour l'euro, etc., etc. Donc là, on a un niveau de résistance. Le dollar canadien a échoué. Donc son potentiel baissier, on va dire, il sera à un niveau de prix intéressant s'il revient à 72,5 points. Voilà, là, ça sera particulièrement intéressant. Mais en attendant, voilà, c'est sous résistance. Le dollar australien sous résistance. Le dollar néerlandais continue son repli. L'euro sous résistance. Le CHF, voilà, le CHF, si on regarde en weekly, on a eu un échec ici. Vous voyez, un niveau de résistance.
On peut faire le GXY. Le GXY, il a un potentiel haussier, mais vous voyez, on n'est pas sur un niveau de support, j'ai envie de dire. On n'est pas sur un niveau de support très important. Donc en soi, oui, il pourrait continuer à rebondir, mais on n'a pas de point bas qui est réalisé. Alors là, on a un niveau de résistance qui sera ici. Voilà. Mais en tout cas, le GXY est pas sur un niveau de support. Donc il n'y a pas un potentiel de rebond très très important. Même si son comportement, son caractère d'aversion au risque pourrait être intéressant pour les prochaines séances. Mais donc voilà, le DXY, c'est le seul index qui est sur un niveau de support important. C'est ce qu'il faut retenir. Donc il y a vraiment un potentiel haussier qui n'est pas à négliger selon moi et qui pourrait qui pourrait retourner tout simplement toutes les tendances que nous avons ces dernières semaines. Donc l'eurodoll il pourrait repartir à la baisse, l'AUD USD à la baisse, etc., etc. En tout cas, le dollar US en intraday c'est la devise la plus performante. Voilà, si vous voulez acheter des devises, si vous êtes sur le forex en intraday, ça sera l'USD qu'il faudra privilégier à l'achat. Regardez l'USD, l'USD CHF, on peut regarder l'eurodoll. L'eurodoll est haussier. Alors il est haussier, donc c'est-à-dire l'euro. Ah pardon, je suis en hebdomadaire. L'euro est haussier, c'est-à-dire que l'euro superforme, excusez-moi. Donc l'euro est assez haussier. Sinon ensuite vient l'USD et ensuite le GBP. Euro NZD, donc on avait un, un scénario haussier jusqu'à 1,61 qui a été atteint. Maintenant, moi, je passe neutre sur l'euro NZD. Comme je vous l'ai dit, moi, il y a un potentiel vraiment baissier sur l'euro dollar qui est, selon moi, ne pas négliger. En tout cas, tant que l'euro dollar ne revient pas sur le bas de son canal ascendant, donc le RSI ne revient pas sur le bas de son canal, pour moi, le niveau de prix qui est sur l'euro dollar n'est pas très intéressant. Voilà. Moi, ce que j'aimerais voir sur l'euro dollar, honnêtement, ce serait un retour sur les 1,15. Ça serait vraiment très intéressant pour passer à l'achat et ensuite viser les 1,20. Voilà. Surtout que le XY, on l'a vu, l'euro index, il est sous un niveau de résistance. Donc, voilà. C'est pas forcément la devise qui, actuellement, a le plus fort potentiel aussi. Donc, on a l'euro qui est haussier, le dollar USD ou le GBP. Donc, on va plutôt se focaliser sur le dollar US en intraday. On va comparer les devises les plus faibles. Donc, la UDNZD, on a un scénario haussier jusqu'à 1,09. 1,09. Donc, en intraday, on a une super performance du dollar australien. L'AUD yen progresse. L'USD yen, pour moi, j'ai un potentiel baissier jusqu'à 108. En fait, tout va dépendre, hein, comme je vous l'ai dit, des tensions géopolitiques. Il faut vraiment garder ça à l'esprit cette semaine. Si on a une hausse des tensions, le JPY sera de nouveau recherché et fera pression sur le USD yen. Et donc, à contraire, l'USD yen rebondira. Il rebondira jusqu'à 110, voire même jusqu'à 114 d'un point de vue technique. Ce serait l'objectif de moyen terme. Mais voilà, en intraday, on a une sous-performance de l'USD et donc une sous-performance du yen. Donc le yen sous-performe, l'AUD yen est haussier, ça veut dire que l'AUD sous-performe, le NZD yen, il est haussier, le yen sous-performe, encore une fois. Donc le yen, vous voyez, on avait un NZD yen, on avait un objectif baissier jusqu'à 80, voire même 79, qui n'a pas été atteint à quelques pips près, étant donné qu'on a eu on a un retour de l'appétit pour le NZD. Maintenant, encore une fois, tout va dépendre des tensions. C'est vraiment ça qui va être au centre des attentions cette semaine, plus que les annonces économiques. Bon, les annonces économiques passeront cette semaine au second plan. Donc le yen sous-performe, on va faire comparer au CAD. Le CAD JPY. CAD JPY c'est aussi, donc voilà, on a vraiment une sous-performance du yen en intraday. On va essayer de shorter le yen en intraday. C'est vraiment là l'objectif la stratégie à adopter. C'est vendre du yen. Vente du yen, achat euro, achat USD ou achat GBP. Comme on va le voir, donc euro GBP USD, vous voyez c'est neutre, donc on n'a aucune sous-performance, vous voyez il y a un, deux vraiment doji parfait. On a une divergence haussière au passage, une légère divergence haussière. Alors non pardon, parce qu'on a des prix de clôture pareil de plus en plus haut. Mais vous voyez que le cours se stabilise à 1,30, donc on a potentiellement un bon point d'entrée pour passer à l'achat. L'euro GBP doji, c'est pareil. Et enfin, donc l'eurodoll, comme je vous l'ai dit,
L'eurodoll, c'est des doji. Donc en fait, entre l'euro, le dollar US et le GBP, sur les 2 dernières séances, les 3 devises se valent. C'est-à-dire que vous achetiez de l'euro, du GBP ou du dollar, ça revenait à la même chose. Donc là, en intraday, il semblerait que ça soit la même chose. On a des doji sur l'euro GBP, l'euro dollar et le GBP USD. Donc voilà, peu importe la devise que vous souhaitez acheter, faudra faire attention donc au calendrier économique. A priori, on n'a que le rendez-vous, la production industrielle à la zone euro à 11 heures qui sera attendu. Donc en soi, si on veut éviter de s'exposer face au calendrier économique, on évitera d'acheter la monnaie unique. Donc on ira plutôt sur le GBP ou plutôt sur dollar US. Donc GBP yen ou USD yen, ça semble des devises un peu plus intéressantes en intraday. Donc l'USD yen, on va essayer de visualiser les niveaux intéressants. Pour moi, l'USD yen, il a un potentiel haussier à court terme jusqu'à 110. Voilà, 110. Et voilà, pour moi, ça peut aller jusqu'à 110. Et donc le GBP yen. On va faire l'euro yen également, parce que j'ai une question sur l'euro yen. Le GBP yen, donc j'avais un scénario baissier. À l'époque, le GBP sous-performé, donc je pense qu'on peut annuler ce scénario de GBP. En fait, encore une fois, hein, tout va dépendre de la Corée, hein, des tensions. Si on a une hausse des tensions, alors le yen sera payé, du coup ça fera pression sur toutes les paires en yen, et le GBP yen ira chercher les 140. Maintenant, il semblerait qu'on a, euh, d'un point de vue politique, des tensions qui sont un petit peu, comment dire, affaiblies, en tout cas, qui sont passées au second plan ce week-end. Et donc le marché semble plus se concentrer sur les statistiques et racheter des positions qui avaient été clôturées pendant la hausse des tensions en fin de semaine dernière. Voilà, donc là on a un rachat de position, on a un retour des ventes du yen et donc ça fait progresser toutes les paires en yen. Mais voilà, vraiment tout va dépendre des tensions cette semaine. Donc GBP yen pour moi, donc là le potentiel court terme en intraday c'est 142,65. Donc il y a pas forcément c'est un petit peu trop serré pour acheter. Après, ça à vous de voir. Mais voilà, on a un fort niveau de résistance à 52,65, potentiel aussi jusqu'à 143. Voilà, mais vraiment ces stratégies en intraday, parce qu'il suffit qu'on a un tweet de Donald Trump ou on a une annonce euh, du régime de la Corée du Nord, et dans ce cas-là, voilà, c'est retour de l'achat yen. Et donc, toutes les stratégies de vente du yen seront annulées. Donc le yen, Brigitte, pour moi, c'est haussier, il y a un potentiel haussier, jusqu'à 110. Après, au-delà, honnêtement, c'est vraiment des stratégies de très court terme. De très très court terme, parce que comme je vous dis, ça dépend des annonces qui seront faites dans la journée ou dans la semaine, par rapport à Donald Trump ou la Corée du Nord. Et donc tac. L'euro yen, voilà, il a rebondi sur sa moyenne mobile à 50 jours. Pour moi, d'un point de vue technique, il pourrait progresser jusqu'à 130, qui était son niveau de prix sur lequel il évoluait le mois dernier. Voilà, tout le mois de juillet, globalement, le prix moyen était autour de 130. Donc pour moi, il peut clairement revenir à ce niveau de prix-là dans les prochaines journées. À noter en plus de cela que le RSI est en train de tester 50, et donc si on a une 4 sur 50, ça serait techniquement un signal de hausse. Regardez la dernière fois qu'il cassait 50, 4 sur 50, 4 sur 50, 4 sur 50, c'était le retour d'un momentum haussier. 4 sur 50, etc., etc. Donc les 4 dernières fois, donc je suis pas allé plus loin, mais les 4 dernières fois qu'on a eu la 4 sur la hausse de 50, il y avait une tendance haussière qui a suivi. Voilà, donc ça peut être aussi cela, un signal haussier, jusqu'à 130, voire même 132. Bonjour Alain, et les autres valeurs yen également hausse de la part de François. Alors oui, en fait, si vous avez envie, le yen, il est vendu en intraday, comme on peut le voir, voilà, ici cette nuit. En session asiatique, le yen a été extrêmement vendu, enfin extrêmement, en tout cas a été beaucoup vendu, moins 0,44%. Et donc en fait, les stratégies en intraday, ça va être vendre du yen et achat des devises fortes qui sont en intraday l'euro, le dollar ou le GBP. Donc vous achetez l'euro, le GBP ou le dollar face au yen. Et maintenant, si vous voulez un petit peu, comment dire,
entre guillemets aplatir le risque face au yen, en tout cas aplatir votre moyenner votre position. Au lieu, imaginons, de prendre une position de 3 lots sur l'USD yen, à la rigueur, une stratégie que vous pouvez faire, c'est un lot achat USD yen, un lot achat euro yen, un lot achat GBP yen. Ça va vous permettre un petit peu de moyenner le risque. Néanmoins, ça restera une vente du yen. Vous garderez 3 lots à la vente sur le yen. Sauf que, voilà, euh, vous allez un petit peu, comment dire, moyenner votre position grâce à un achat qui est sur le dollar, le GBP et l'euro, au lieu de se concentrer que sur une paire de devises. Voilà. Donc ça peut être une stratégie en termes de money management. Ça peut être intéressant de, voilà, au lieu de se concentrer sur une seule paire en vendant du yen, vous pouvez, voilà, un petit peu diminuer ce risque parce qu'il suffit que l'euro, imaginons que vous achetiez l'euro yen et qu'on a une mauvaise production industrielle, l'euro aura probablement, en tout cas une sous-performance ou en tout cas diminuera son momentum haussier, pardon. Et voilà, vous direz peut-être qu'il aurait fallu acheter l'USD ou le GBP. Voilà, donc une stratégie qui pourrait fonctionner, pourquoi pas. Étant donné que l'euro, le GBP et l'USD se valent ces 2 dernières séances, eh bien c'est au lieu de mettre 3 lots sur une paire, mettre un lot sur chaque. Voilà, c'est juste un exemple, hein. François nous dit l'Ethereum et le Bitcoin. Alors, on va y venir, je vais juste simplement passer aux indices boursiers, donc les indices boursiers européens qui progressent ce matin. On a eu un Nikkei qui reculait cette nuit. Mais voilà, il semblerait qu'on a un achat sur les indices européens en intraday, donc ça va être plutôt une stratégie acheteuse ce matin. L'Eurostoxx il pourrait être de 0,70, le CAC 0,63, le DAX 0,86. Néanmoins, donc voilà, je suis haussier sur les indices européens ce matin. Mais je garde toujours mon biais baissier dans le sens que le CAC retourne à 5000. Le DAX il est à 12 000, mais pour moi il peut s'enfoncer beaucoup plus bas selon les tensions. Et l'Eurostoxx 3004, donc 3004 a été fait. Mais voilà, on a juste le CAC qui manque encore son retour sur les 5000 points. Et je vous le rappelle, attention avant de s'emballer trop rapidement, avant de dire qu'on a fait le point bas et que ça va repartir à la hausse jusqu'à avril. Je vous rappelle encore une fois que le point bas, statistiquement, sur ces 26 dernières années, il est fait en fin septembre. Donc on a statistiquement encore 7 semaines de baisse. Et le mois de septembre, c'est le pire mois sur les indices européens. Donc voilà, avant d'adapter des stratégies de moyen long terme sur les indices européens, avant de se dire que c'est qu'on a fait le point bas, voilà, je vous invite à être vraiment prudent. Mais en tout cas, l'Eurostoxx est à la hausse et pour moi, il pourrait être haussé jusqu'à 3450 à court terme. Le CAC, donc là on est à 5100. 5100, on est au retour du gap. Bon, pour moi, il n'y a plus vraiment de potentiel haussier. Peut-être qu'il va en avoir, mais ouais, j'ai pas de stratégie à vous donner. Et le DAX, donc pareil, on dépasse le débat du gap. Et pour moi, il pourrait se prolonger jusqu'à 12 200. Mais honnêtement, voilà, je doute. Je suis peu convaincu sur ce rebond. Il y a un fort signal, un fort support technique, certes, qui est le précédent plus haut de clôture de 2015. Là, on est sur le précédent plus haut, vous voyez, qui était une clôture mensuelle. Mais pour moi, honnêtement, voilà, je donne peu de crédibilité à ce rebond-là. Il devrait être de court terme, il pourrait l'être en intraday, voire quelques séances. Mais pour moi, c'est pas le point bas. Le point bas, il pourrait se faire à 11 008, voire 11 006. Voilà. Après, tout va dépendre encore une fois des tensions qu'il y aura entre la Corée du Nord et les États-Unis. L'or qui a fait un petit point haut en intraday, en ces dernières séances à 1291, 1292 dollars, 1292 qui est un niveau de résistance comme nous le savons, mais pour moi il a un potentiel aussi jusqu'à 1300. Donc là on a une petite prise de bénéfice, on a le gold qui avait progressé de plus de 2% la semaine dernière, donc forcément on a des prises de bénéfices ce matin, ce qui est plutôt normal, mais pour moi il y a toujours un potentiel aussi jusqu'à 1300 sur du moyen terme. Voilà. Et comme vous l'avez compris, le yen est vendu en intraday, le yen et le gold, voilà, c'est un petit peu le même comportement, c'est-à-dire que c'est des valeurs de diversification, des valeurs refuges. Et donc si on a une baisse du yen, on a également une baisse du gold de manière générale.
Donc le gold pour moi c'est normal, 1286. En intraday, je pense qu'il pourrait revenir à, alors, 1280. Bon, ce sera un premier niveau de support. Quels sont les points d'entrée pour un achat sur le DAX de la part de Alain? Alors bonjour à vous Alain. Le DAX. Alors point d'entrée intéressant à court terme, 12 000 points. Bah, le seuil psychologique, 12 000. Sinon on semble être assez loin, 12 128 quand même, donc 12 100. Regardez ici, c'est un niveau de clôture où le cours a rebondi donc une fois, deux fois, trois fois, quatre fois depuis la fin juillet. Donc pour moi 12 100 c'est un niveau de prix intéressant pour passer à l'achat. Donc si le cours revient à 12 100 à court terme, c'est intéressant pour viser 12 150 voire 12 200. Voilà. On passe donc sur le pétrole et ensuite Bitcoin, Ethereum. Alors le pétrole, excusez-moi. Alors le pétrole qui consolide, regardez, on a que des doji. Moi je suis plutôt baissier sur le pétrole. Regardez le RSI, on a une baisse du momentum. Alors on arrive près de 50, ça veut dire que on a peut-être une zone de rebond qui va avoir lieu. Mais en tout cas, d'un point de vue moyen terme, on a des points hauts de plus en plus bas, ce qui décrit une tendance baissière. Voilà, une tendance baissière, c'est des points hauts de plus en plus bas et des points bas de plus en plus bas. Des points bas de plus en plus bas et des points hauts de plus en plus bas. Donc on a vraiment une tendance baissière depuis le début de l'année. On a vraiment une tendance baissière et pour moi le cours il pourrait revenir jusqu'à 46,74 $, voire même 45. 45 ce serait un niveau de prix cible pour être à la vente. Maintenant, tout dépendra de l'évolution du nombre de forages aux États-Unis, parce que si on le regarde, le nombre de forages concrètement, il consolide. Il y a plus vraiment de progression ces dernières semaines. Alors, on va se mettre tac calendrier économique. La semaine dernière, vendredi dernier, pardon. Vendredi dernier, nombre de forages 949 contre 954. Donc vous voyez, on a un essoufflement de la progression du nombre de forages. Et si on va aller plus loin, on va regarder, la tendance. Voilà. Et vous voyez, alors, on va se mettre sur un an. Donc, en un an, le nombre de forages a plus que doublé. Mais vous pouvez voir que, voilà, là, il commence à s'aplatir. Vous voyez, sur 2 ans, on commence à avoir je dirais une consolidation, un arrêt de la progression des puits de pétrole aux États-Unis. On est relativement bas par rapport aux 5 dernières années, mais voilà, on pourrait peut-être avoir faire un point haut et ensuite le nombre de forages pourrait de nouveau diminuer. En tout cas, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a une corrélation qui est dite positive entre le puits de pétrole et les cours de pétrole. Je vais vous faire voir une étude que j'ai fait. Alors, je m'en pose mon écran rapidement le temps d'aller chercher cette étude. C'est vraiment une corrélation vraiment positive. Alors, il y a une latence entre l'évolution du cours de pétrole et le nombre de puits de pétrole aux États-Unis. Alors, vous allez voir que c'est assez intéressant. Euh, alors, voici mon étude que j'ai fait. Donc là, les chiffres sont actualisés jusqu'en mars dernier, donc je les ai pas actualisés. Mais concrètement, on voit que d'un point de vue historique, depuis 2008, les puits de pétrole sont corrélés au WTI, au cours du pétrole. Il y a un petit temps de latence, c'est-à-dire que le nombre de puits ne diminue pas dès que le pétrole va diminuer, mais on peut voir que il y a un impact. En tout cas, il y a une influence entre le cours du pétrole et les puits. Si on a un baril qui diminue, on a
d'un point de vue historique, des puits de pétrole qui diminuent. Maintenant, on avait une décorrélation à court terme. Depuis mars, on avait des puits de pétrole qui augmentaient alors que WTI était avec un prix moyen autour des 48 dollars. Pourtant, il continue à augmenter. Là, si je devais actualiser, les puits devraient être par ici. Et le WTI devrait être au même niveau de prix. Voilà, il serait à peu près par là. Donc concrètement, on avait un WTI qui augmentait légèrement alors que les puits de pétrole continuaient vraiment d'augmenter. Et donc le WTI, s'il retourne à 40 dollars, eh bien les puits de pétrole pourraient de nouveau diminuer. Parce que même si le gaz les pétroles, la compétitivité des puits de pétrole aux États-Unis a bien augmenté ces dernières années, depuis que le prix du baril a chuté. La, les puits de pétrole aux États-Unis avaient du mal à être rentables. Sauf que depuis 2 ans, eh bien les Américains ont innové beaucoup sur les forages, pour être compétitif, pour être rentable, tout simplement, pour avoir un baril qui était rentable, parce que même avant, même avec du gaz de schiste, ils étaient rentables à partir de 60-65 dollars. Et là, les experts estiment qu'à partir de 45 dollars, 50 dollars environ, eh bien le baril de pétrole de schiste est rentable aux États-Unis. Voilà. Donc ça, c'est les estimations. C'est difficile d'avoir un prix précis, mais en tout cas, les États-Unis ont fait un vrai travail sur leur compétitivité, la compétitivité de leur puits de pétrole, et donc à 50 dollars, on devrait avoir des puits de pétrole qui devraient augmenter. Par contre, si on a un puits de pétrole à 35 ou 40 dollars comme on avait l'année dernière, voilà, l'activité parapétrolière aux États-Unis devrait avoir du mal à progresser. On va voir un petit peu sur le sentiment ce qu'on a sur le pétrole. Alors, oil. Donc le pétrole, vous voyez, on avait vraiment des positions acheteuses dominantes quand le cours évolue à 40 dollars. Depuis, on a de plus en plus de... Alors là, c'est un petit peu mitigé, mais concrètement, le nombre d'acheteurs avait diminué. Donc là, normalement, on a un potentiel baissier. On a un potentiel baissier puisque le nombre d'acheteurs, vous voyez, commence à augmenter très légèrement. Donc ça sera à surveiller. Qu'est-ce que nous dit le sentiment? Donc, il pourrait augmenter. Alors, à moyen terme, il pourrait augmenter, étant donné qu'il y a une majorité de positions vendeuses. Vous voyez, mais c'est à très court terme. Donc là, on est sur un niveau assez, comment dire, qui sera assez décisif pour les prochaines séances. C'est un petit peu ce qu'on retrouvait ici, au mois de mars-avril de cette année. Vous voyez, on n'avait pas vraiment de direction. Et en fin de compte, on a eu une baisse du pétrole. Donc l'analyse était baissière d'un point de vue technique. Et en plus, on avait un soutien venant du sentiment. Donc le sentiment, ça va pas de vous donner des signaux de trading, mais il faut utiliser comme quelque chose qui va soutenir votre analyse. C'est-à-dire que si vous êtes haussier sur le pétrole et que le sentiment du pétrole vous donne un signal haussier, alors ça va vous donner beaucoup plus de confiance. En tout cas, moi, ça m'en donne. Honnêtement, quand je vois des sentiments comme l'eurodoll, le gold ou voilà, regardez le gold, c'est juste magnifique. Donc, faut pas forcément regarder la majorité de positions acheteuses. C'est pour ça que maintenant, le sentiment version 2, parce qu'auparavant, c'est que par rapport à la majorité des traders. C'est-à-dire que si on avait une majorité de traders à l'achat, alors le sentiment était baissier. Et à l'inverse, si on avait une majorité de traders à la vente, on avait un sentiment qui était haussier. Maintenant, ça calcule avec le pourcentage de changement par rapport à la semaine dernière. Donc en fait, ça va calculer par rapport à la différence du positionnement des traders par rapport à la semaine dernière. Parce que le problème, c'est que quand on avait une majorité de traders à l'achat, une majorité de traders à la vente, quand on fonctionnait comme cela, donc par exemple, alors je vais essayer de trouver un beau graphique. Voilà, par rapport ici, donc là on avait une majorité qui passait de acheteur à vendeur, c'est-à-dire que le signal était donné là. Donc on avait toute cette tendance qu'on ne pouvait pas exploiter. Et donc maintenant, depuis qu'on a un pourcentage, on a une comparaison euh, par rapport à la semaine dernière, on a un signal qui est donné beaucoup plus tôt.
on a un signal qui est donné beaucoup plus tôt, donc ça c'est vraiment très intéressant. Et le gold, si on regarde le gold, alors spot gold, vous voyez que c'est vraiment un signal très intéressant et que si on, par rapport à la précédente utilisation du sentiment, eh bien concrètement, ces données-là nous donnaient que un, un sentiment baissier, parce que eh bien parce qu'on avait une majorité de traders à l'achat. Alors que c'est faux. Le gold il est bullish. Hein. Le gold il fait mieux que le S&P depuis le début de l'année. Bref, donc je reviens sur la plateforme de trading. Je reviens sur la plateforme. Bah écoutez, je passe au Bitcoin et l'Ethereum. Étant donné qu'on m'a demandé où est-ce que le Bitcoin pourrait passer. Donc le Bitcoin cette semaine a de nouveau marqué un nouveau plus haut. Alors j'ai vu quelque chose de très intéressant sur le Bitcoin. Je ne sais pas si je l'ai tweeté. Alors on va voir ça ensemble. C'était des vagues d'Elliott. Vagues d'Elliott sur sur le Bitcoin de la part de Goldman Sachs, il me semble. Voilà. Chris Weston, donc que je vous invite à suivre, c'est un analyste IG qui est en Australie, qui est vraiment assez, qui est très bon. Donc voilà, bref, si vous voulez le suivre, suivez-le. Mais voilà, Goldman Sachs technique, donc analyse technique du Bitcoin de la part de Goldman Sachs. Et vous voyez donc d'après des vagues d'Elliott, donc alors je ne sais pas si je peux zoomer, copier. Ouais, non. Alors, vous voyez, on a une vague 1, donc la vague 1 qui était fait beaucoup plus bas, 3, 4, et la cinquième vague pourrait avoir lieu au moins donc jusqu'à 4132 $. 4132, le Bitcoin qui est actuellement 4072 et qui a marqué un pot à 4132. Donc voilà. Donc si on doit faire un décompte d'héliotisme, on avait un objectif autour de ce niveau de prix. Voilà. Donc l'objectif a été atteint en fin de compte. Il a été atteint alors que le tweet daté de vendredi. Bref, le Bitcoin qui a marqué un nouveau record, encore une fois. Vous voyez que c'est assez impressionnant la force du Bitcoin. Donc un Bitcoin qui vaut plus de 3 onces d'or dorénavant, ce qui est très très important. Je suis en logarithmique devant vous, parce que forcément une évolution de 10 $ il y a 7 ans sur le Bitcoin ne valait pas la même chose qu'une évolution de 10 $ aujourd'hui. 10 $ aujourd'hui, ça se fait, on a plus de 10 $ d'évolution chaque jour sur le Bitcoin, alors qu'il y a 7 ans, 10 $ c'était un prix extrêmement élevé. Donc là, on se met en logarithmique pour avoir vraiment une comparaison d'un point de vue sur du long terme, ça donne plus de l'étude psychologique est beaucoup plus intéressante sur du logarithmique parce que forcément 1%, euh, on va faire une analyse sur le pourcentage. 1% hier ne valait pas 1% aujourd'hui. Ah, alors, alors, pourquoi j'arrive pas à prendre ce point bas? Bon, hop, hop, voilà donc. On a des points bas qui sont par là. Même on peut ajuster ici. Vous voyez, on a vraiment une accélération du momentum. Alors, où est-ce qu'il pourrait aller le Bitcoin? Écoutez, a priori, il pourrait aller jusqu'à l'infini. Enfin, en tout cas, il va très très haut. Vous imaginez que 4000 $, c'est plus de 3 onces d'or pour un Bitcoin. Ce qui, faut pas trop chercher de logique derrière cette évolution. Hein. En tout cas, la tendance est clairement haussière. On peut pas, enfin, c'est compliqué de dire d'avoir des stratégies vendeuses. On a eu un objectif théorique qui a été atteint, 4092. C'était la hauteur de ce range trading qui avait été, comment dire, reporté. Donc là, on avait un niveau de résistance qui était donc sur ce niveau de prix là. Et vous voyez où le cours où le marché a pris des bénéfices. Maintenant, honnêtement, 4100, je ne pense pas que ce soit un point haut. Regardez au niveau du RSI, on a encore un potentiel de momentum haussier. Vous voyez, on est encore loin du plus haut qui avait été fait ici sur le momentum, où après il y avait une divergence. On n'a pas de divergence baissière sur le RSI. Donc honnêtement, pour moi, ça peut continuer à aller bien plus haut, 4005, 5000. La semaine dernière, on avait marqué un nouveau record à 3000. Ce week-end, 4000.
peut-être que la semaine prochaine, ça sera 5000. Hein, honnêtement, voilà, ça me semble assez compliqué de faire l'analyse, de donner des comment dire, de donner des objectifs, étant donné qu'on n'a pas vraiment de signaux. Le RSI il est clairement haussier, donc voilà, le momentum est haussier. On évolue dans un territoire inconnu, c'est-à-dire que c'est des nouveaux records comme Wall Street. Donc comme lorsque c'est Wall Street qui évolue dans des nouveaux records, eh bien on prend les seuils psychologiques qui sont des niveaux de support résistance. Là pareil, le Bitcoin, regardez, là c'était échec sous les 3000 points, 3000 dollars. Il casse 4000 dollars. Vous voyez là on est à 4000 concrètement. Il va consolider peut-être une ou deux séances, ensuite il va peut-être repartir à la hausse. Ou alors s'il repart à la baisse, ça serait plutôt intéressant. Ça serait intéressant et donc un point d'entrée. Donc statistiquement la semaine dernière dans le webinaire spécial Bitcoin, on avait vu que le Bitcoin retraçait en général 50% de ses tendances. Donc s'il revient à 3022, donc là c'était une vague de hausse, vous voyez, 3022, ça serait un point d'entrée intéressant pour passer à l'achat. Voilà. Donc 3022 Bitcoin, pourquoi pas. Et enfin l'Ethereum. L'Ethereum, donc le signal d'achat avait été donné lors de la cassure du 50 du RSI. Lors du dernier webinaire Bitcoin, lors du dernier webinaire sur les crypto-monnaies, donc c'était le 10. Le 10, on était par là, donc il n'y a pas eu vraiment beaucoup d'évolution. Pas eu vraiment beaucoup d'évolution, donc l'Ethereum, faut savoir qu'il fait plus de 3000% depuis le début de l'année, ce qui est juste impressionnant. Et pour moi, l'Ethereum, il a un potentiel aussi jusqu'à 400 dollars. Voilà, 400 dollars, c'est pour moi un niveau de prix que nous retrouverons dans les prochaines semaines. Et enfin, je fais le Bitcoin Euro. Bitcoin Euro qui a cassé 3000. Il y a eu, vous voyez, donc ça c'était pendant le webinaire spécial crypto-monnaie. Donc il y avait peut-être un retour sur les 2605 qui n'a pas eu lieu. Donc, voilà, le cours qui continue sa tendance. Cours qui continue sa tendance. Et voilà, écoutez, c'est haussier, 3500 euros un Bitcoin. Et donc le prochain objectif c'est 4000. On pourrait avant tout avoir un retour sur les 3000. La dernière fois qu'on a fait 2005, on a eu un échec. 1005, 1005, donc non, on n'a pas eu de test de 1005. 1005 ça a cassé, pullback et ensuite c'est reparti. Donc là on est à 3005, échec. Si le cours revient à 3000 euros, ça pourrait être intéressant, sauf que les 3000 euros correspondent à, alors non, 3000 euros non, c'est pas, ça correspond pas aux 50% qu'on a sur le Bitcoin dollar. Mais bon, 3000 euros, ça me semble assez intéressant. L'idéal, ça serait 2500. Mais bon, c'est peu probable. Enfin, ça me semble peu probable que le Bitcoin retourne à ce niveau de prix. Et sinon, la BCC également, Bitcoin Cash, Bitcoin Cash qui, alors, voilà, le Bitcoin Cash, 300 dollars. Son point d'émission était à 200. Donc pour moi, c'est 300 dollars, ça me semble assez intéressant dans le sens que, eh bien, même si on a eu, vous voyez, un point haut qui a été fait à 1500, honnêtement, les débuts du Bitcoin, il commençait à côté et ensuite il a chuté de 80%. Or, même s'il a fait un plus haut, il n'a pas dépassé son prix de cotation. Il a maintenu son support à 200 dollars. Donc pour moi, il est à 300. Je ne sais pas, hein, mais en termes de ratio, un achat à 200 ou même à 300, le potentiel haussier, on l'a vu, il se fait au moins jusqu'à 800, 1000, 1500. Donc pour moi, il y a un ratio qui est très important, très intéressant sur le Bitcoin et qui peut-être en vaudrait la peine de mettre quelques centimes dessus. Mais bon, voilà. En tout cas, l'objectif, ce serait d'un point de vue technique, les 765 dans un premier temps et ensuite, pourquoi pas les 1500. Voilà, écoutez, moi je n'ai plus rien à rajouter. Globalement, un marché qui va dépendre des tensions géopolitiques cette semaine. En intraday, on a une vente du yen et donc tous les achats vont se faire face au yen japonais. Ou alors, si vous voulez pas shorter le yen, on aura le NZD qui sera baissier. Le NZD ou alors on a le CAD, il me semble. Alors NZD CAD, excusez-moi pour ce petit retour.
NZD CAD. Donc vous voyez, on a le NZD qui sous-performe. Donc même en fait le CAD, le NZD oui qui sous-performe. Donc ça va être la deuxième devise à shorter. Donc si vous voulez pas shorter le yen, vous pouvez vous pouvez shorter le NZD. Bon, écoutez, merci à vous pour votre attention. On se retrouve demain à la même heure pour un prochain live. Gilles qui me dit merci pour ce live et crypto-monnaie, préparez les mouchoirs. Alors, comment ça, Gilles? Est-ce que je sens que vous êtes plutôt baissier pour les cryptos. Est-ce que c'est bien de cela que vous voulez parler? En tout cas, c'est ce que je comprends après votre, votre message. Bref, merci à vous tous pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et à demain, même heure pour le prochain point de marché. J'attends juste le message de Gilles et que je vais vous partager. Crypto, je vois le danger de la bulle. Exactement, Gilles. Exactement. Mais c'est un petit peu, enfin, je défends pas du tout les crypto-monnaies, hein. Honnêtement, c'est un marché qui est extrêmement jeune, donc je suis loin d'être expert dessus. Mais ça me fait penser, enfin, peut-être à une échelle un peu plus grande, hein, mais on a eu beaucoup d'experts, d'analystes qui disaient qu'il y avait une bulle hein, sur les levers techno ces 2-3 dernières années, et pourtant ces 2-3 dernières années, eh bien le Nasdaq a pris plus de 60%, Amazon a plus de doublé, etc., etc. Donc oui, il y a peut-être une bulle, mais c'est peut-être qu'il y a une bulle, hein, mais est-ce que la bulle va éclater? Je ne sais pas. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'il y a de plus en plus de fonds d'investissement qui s'intéressent aux crypto-monnaies. Et si les fonds d'investissement rentrent dedans, alors ce sera pas 3500 dollars qu'on verra sur le Bitcoin, mais potentiellement des 10 000 ou voire plus. Alors oui, il y a rien de rationnel derrière ce prix, mais bon. Écoutez Gilles, c'est vrai qu'il y a peut-être une bulle. Honnêtement, la bulle, on sait jamais si elle est vraiment. On la sait. On sait s'il y avait une bulle que quand elle a explosé, malheureusement. Donc oui, il y a peut-être une bulle, mais en attendant, ça fait qu'augmenter. Et comme le Nasdaq, et donc voilà. Le vent souffle trop vite et quand plus de vent, je suis d'accord avec vous, Gilles. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Après, bon, ça serait dommage de ne pas profiter de cette hausse si par exemple il n'y a pas vraiment de bulle en fin de compte et que le Bitcoin monte à, je ne sais pas, hein, peut-être 15 000, on ne sait pas. En tout cas, quand le Bitcoin valait 1000 dollars, il y avait déjà des gens qui disaient que c'était trop haut, etc. Dont même moi, je disais que 1000 dollars c'est trop haut. Même à 450 dollars en 2015, personnellement, j'ai estimé que le Bitcoin était trop cher et je voulais l'acheter à 450 dollars, à 400 dollars, pardon, donc 50 dollars moins cher. Je me suis dit, bon, allez, on va l'acheter à 400 dollars. Il est jamais revenu à 400 dollars et maintenant il en vaut plus de 4000. Voilà, donc oui, peut-être que c'est une bulle, peut-être que c'est trop cher, il n'y a rien de rationnel là-dedans, mais en attendant, ça fait qu'augmenter. Voilà. Mais je comprends votre point de vue, Gilles, et c'est pour ça qu'il faut être prudent sur les crypto-monnaies, il ne faut pas mettre ses œufs dans le même panier, il ne faut pas utiliser de l'effet levier sur les crypto-monnaies, étant donné qu'il y a une volatilité extrêmement importante et qu'il y a un risque de bulle également à prendre en considération. Voilà. Merci à vous pour votre attention, et donc bonne journée, et merci à vous Gilles pour votre opinion, c'était très intéressant.